parti depuis ce matin pour la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. La rencontre s'est ouverte aujourd'hui à Cotonou, capitale du Bénin. Cette session annuelle va permettre d'élire un nouveau directeur régional de l'OMS pour l'Afrique et le professeur Ndri Yomon est la candidate de la Côte d'Ivoire à ce poste. Les députés ivoiriens se forment à Yamoussoukro. Ils s'outillent sur les réformes en matière de gestion des finances publiques. Il s'agit pour eux de maîtriser les rudiments de bonne gouvernance en matière de ressources publiques. Le pont de Boisflé sera bientôt livré, les travaux avancent bien. Les ministres d'État Ahmed Bakayoko et Charles Kofi Dibi ont visité récemment le chantier. Bonsoir et merci de suivre ce 23h. La 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique s'est ouverte ce matin à Cotonou, au Bénin. Une rencontre pour définir les politiques de santé et d'approuver le budget et le programme de travail de l'OMS sur le continent. À terme, cette session verra l'élection d'un nouveau directeur régional de l'OMS. Le professeur Thérèse Ndri Yomon, ancienne ministre de la Santé, est la candidate de la Côte d'Ivoire à ce poste. Delphine Gla est notre envoyée spéciale à Cotonou. La 64e session du comité régional de l'OMS s'ouvre à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. La rencontre de Cotonou est donc une occasion propice pour débattre de fond en comble de cette maladie cruelle. Il urge en effet de trouver des solutions les plus efficaces pouvant conduire à son éradication dans les plus brefs délais. Madame, l'Organisation mondiale de la santé, notre organisation planétaire, a gagné de nombreuses batailles, y compris les plus improbables. Le monde entier, et particulièrement notre continent, fonde légitimement son espoir et son espérance en elle pour vaincre ce nouvel ennemi commun. Ebola au centre des préoccupations. La session du comité régional se tient dans un contexte difficile. Selon Dr Louis Sambo, directeur régional sortant de l'OMS pour l'Afrique, l'épidémie à virus Ebola met à rude épreuve et compromet les progrès réalisés en matière de développement socio-économique dans les pays touchés. À ce jour, plus de 13 000 cas ont entraîné près de 5 000 décès en Afrique de l'Ouest. Il faut une réponse urgente, a lancé Dr Margaret Chan, directrice générale de l'OMS, qui s'exprimait en anglais. Elle a aussi délivré le message de Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, sur la mobilisation internationale pour lutter efficacement contre Ebola. Autre sujet à l'ordre du jour, notamment la lutte contre les maladies transmissibles, la réforme de l'OMS qui sera marquée par l'élection d'une nouvelle équipe de direction au bureau de l'OMS pour l'Afrique. 5 candidats en lice, dont le professeur Ndri Yomon Thérèse, ancien ministre de la Santé, actuellement conseiller du président Alassane Ouattara, chargé de la santé. Après l'ouverture de la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, place aux travaux en session plénière. Et retour en Côte d'Ivoire, précisément à Yamoussoukro, la capitale politique, où les parlementaires ivoiriens se forment. Ils sont en passe de mieux s'outiller sur les réformes en matière de gestion des finances publiques. Il s'agit pour les députés de maîtriser les rudiments de bonne gouvernance dans le domaine des ressources publiques. Hugues Hervé-Blé. Des députés ivoiriens, désormais acteurs compétents de la vie budgétaire, parce que capables d'une meilleure analyse et d'un meilleur contrôle du budget de l'État, c'est le vœu du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Le séminaire d'information de Yamoussoukro est l'occasion pour les parlementaires ivoiriens d'approfondir leur compréhension des nouveaux dispositifs de gestion des finances publiques. Le séminaire d'information de Yamoussoukro, financé par l'Union européenne, donne aux parlementaires l'occasion d'avoir une vue d'ensemble du processus en cours de modernisation des finances publiques et une compréhension approfondie de leurs nouveaux dispositifs de gestion. Les objectifs de ce séminaire, il s'agit d'abord d'exposer aux participants des méthodes de gestion des finances publiques basées sur les résultats, mais plus spécifiquement, de mettre à jour et améliorer les connaissances des représentants du peuple sur leurs missions en matière budgétaire, de partager les expériences d'autres pays participant aux mêmes réformes, de favoriser l'appropriation de nouvelles méthodes, de nouvelles approches et de nouvelles tendances dans les domaines de gestion des finances publiques,
et de renforcer la capacité des participants. Présents en Grand Nombre à Yamoussoukro, les parlementaires marquent ainsi leur disponibilité à accompagner le gouvernement dans sa volonté de rendre l'action publique plus lisible et les progrès mieux mesurables, en mettant en œuvre les réformes importantes recommandées par l'UEMOA à travers ses directives. Notre pays a amorcé la transposition des dites directives dans la législation nationale. En effet, notre Parlement a examiné et adopté dans le courant de l'année dernière la loi organique portant loi des finances et celle relative au code de transparence dans la gestion des finances publiques. Les représentants de la nation ivoirienne sont parfaitement conscients du chemin qui reste à parcourir, car les autres directives doivent également être transposées dans notre législation. À cet effet, les élus du peuple ont leur rôle à jouer. Le séminaire d'information des parlementaires ivoiriens sur le processus et le contenu des réformes en matière de gestion des finances publiques s'achève mercredi. Dans l'optique d'améliorer le climat des affaires, l'État de Côte d'Ivoire a institué un cadre de dialogue permanent avec le secteur privé. Et ce cadre a pour nom le Comité technique de concertation et il est présidé par le ministre chargé de l'économie et des finances. Ce comité s'est réuni récemment au plateau. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de la rencontre, nous dit Adama Koni. L'épineux problème de financement des PME a été l'un des points saillants de cette deuxième réunion du comité technique de concertation. À l'issue de ces échanges État-secteur privé, un nouveau dispositif va être mis en place afin d'y remédier. L'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, en accord avec le ministère de l'économie et des finances, a élaboré une convention cadre concernant le financement de la convention publique, afin de permettre aux banques, dans un cadre transparent, sécurisé, de financer de façon plus hardie tout ce qui concerne en fait les financements des marchés publics en Côte d'Ivoire, comme cela se fait dans les autres pays de la région. La fiscalité liée aux garanties prélevées sur le crédit bancaire a aussi été évoquée lors de cette rencontre. Selon les banquiers, cette fiscalité constitue un frein à l'accès au financement pour les opérateurs économiques. Nous avons souhaité que cette fiscalité également soit revue. Donc l'État a proposé de traiter ce problème-là dans le cadre d'un comité technique, afin que des décisions appropriées soient prises pour, in fine, baisser le coût du crédit aux ménages et aux populations. Autres sujets abordés lors de ce comité technique de concertation, l'implémentation du guichet unique du commerce extérieur et la revalorisation des redevances domaniales du port autonome d'Abidjan. Au nom du gouvernement, la ministre chargée de l'économie et des finances, qui présidait cette rencontre, s'est engagée à arrêter un calendrier précis en vue de maintenir un dialogue permanent avec le secteur privé. Pour rappel, la dernière rencontre du comité technique de concertation remonte au 22 mai 2014. Ouverture aujourd'hui à Abidjan de la conférence interafricaine de prévoyance sociale. Les participants à ce conclave vont pouvoir renforcer leurs capacités en matière de gestion des caisses générales de retraite et les institutions de prévoyance sociale en Afrique. Cette rencontre internationale porte sur la cartographie des risques, un outil indispensable à la bonne gestion des questions de sécurité sociale. Serge Collier. Dans la gestion des caisses générales de retraite et des organisations de prévoyance sociale, la cartographie des risques est un outil essentiel. Elle permet de recenser les risques majeurs et de les présenter de façon synthétique. Les inspecteurs, auditeurs et autres cadres des organisations de prévoyance sociale venus du Bénin, du Burkina Faso, du Gabon, du Niger, du Togo, du Tchad, du Congo et de la Côte d'Ivoire seront formés aux notions essentielles en matière de cartographie. Ils pourront ainsi identifier les risques et les instruments de gestion. Pour le secrétaire permanent de la CIPRES, la conférence interafricaine de prévoyance sociale, collecter des fonds au titre des cotisations sociales et effectuer un volume important d'opérations telles que le paiement des prestations sociales implique pour les dirigeants prise de risques, mais aussi prise de décisions au quotidien. Nous avons souhaité organiser cette rencontre afin qu'on puisse échanger ensemble pour mettre en place la méthodologie nécessaire qui nous permettra de mettre en place
la cartographie des risques des institutions de sécurité sociale. Eugène Niancan, directeur général adjoint de l'IPS SEGRAE, l'institution de prévoyance sociale, la Caisse générale de retraite des agents de l'État, a souligné le rôle majeur de la CIPRES dans le dispositif de bonne gouvernance des caisses de prévoyance sociale. Le représentant du ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Bamba Karim, a tout simplement souhaité que ces 5 jours de formation permettent aux participants de se familiariser avec les notions de cartographie et de risque pour une meilleure maîtrise des outils de gestion. Ce n'est plus qu'une question de jours. Le pont de Boisflé, un ouvrage à 2 voies et long de 124 mètres situé à la sortie de la ville sur l'axe Yamoussoukro-Boisflé d'Aloaman, va bientôt être livré. Le chantier a été visité ce week-end par les ministres d'État Ahmed Bakayoko et Charles Kofi Dibi. Ils sont allés se rendre compte de l'évolution des travaux. Mamadou Kwasi. Dans quelques jours, ces longues files d'attente de véhicules ne seront qu'un lointain souvenir. Le pont de Boisflé sur le fleuve Badama, promis par le président de la République Alassane Ouattara, est désormais une réalité. Tout est fin prêt pour sa livraison dans 2 semaines, selon les techniciens en charge des travaux. Chez les usagers, c'est la satisfaction totale. Quand on vient, on peut s'arrêter pendant au moins 1 heure de temps, ou bien à 30 minutes, attendre des autres passer. Aujourd'hui, nous, on a trouvé un nouvel pont et 2 voies. Vraiment, on a satisfait. Et on est très content. On remercie le président Alassane Ouattara. Un pont comme ça, depuis après le décès de Félix Faure-Boigny, vraiment, je suis content. Je suis content, très bien. Je suis fier de ma région. C'est ce chantier en finition qui a reçu la visite des ministres d'État, Ahmed Bakayoko et Charles Kofi Dibi. Une visite qui leur a permis de voir l'état du chantier. Ça a été vraiment une très très belle surprise de voir l'état d'avancement. Et je disais au ministre d'État que ce pont ne servira à rien si on ne réhabilite pas la voie Yamoussoukro-Boisflé. Donc je pense que de venir voir de très près, de toucher ces réalités nous permettra de rendre compte au président de la République afin qu'au sein du gouvernement, nous puissions être des avocats de la réhabilitation de la voie Yamoussoukro-Boisflé. Ce pont a été attendu depuis 30 ans et le président de la République, en moins de 2 ans, a réalisé ce pont pour le bonheur de la population de la Marawi. C'est un grand soulagement, c'est un grand honneur. C'est en septembre 2012 que le chef de l'État Alassane Ouattara a lancé les travaux de ce projet. Un projet qui prend en compte la construction d'un nouveau pont et la réhabilitation de l'ancien pour un coût total de 7 milliards de francs CFA. Déjà, la ville de Boisflé a bénéficié de 6 km de bitume au grand bonheur des populations de la Marawi. Et dans la ville de Soubré, située à 217 km de Boisflé, des travaux lancés par le gouvernement ivoirien sont également en cours. Il s'agit du barrage de Soubré, dont les travaux ont été réalisés à ce jour à 30%. Les ingénieurs et les partenaires techniques sont à pied d'œuvre pour livrer le barrage dans les délais requis. C'est ce qui ressort de ce grand format proposé par Gabriel Zani. Visiblement, le barrage de Soubré est en train de sortir des eaux du fleuve de la Nawa. Situé à environ 2 km de la ville cacaoyère de Soubré, ici, les travaux s'enchaînent au fil des jours depuis leur lancement en février 2013 par le chef de l'État. Initialement, toutes ces zones étaient remplies d'eau, puisqu'on était dans le lit du fleuve. Donc pour pouvoir rendre nos zones de travail étanches, il a fallu construire cet ouvrage qu'on appelle le bâtard d'eau. Donc ça a été fait de part et d'autre. Et vers la fin, les deux se sont rencontrés au juste milieu là. Ainsi, nous avons l'eau avant qui passait ici. Désormais, contourne l'ouvrage et passe de l'autre côté. On est toujours dans le lit du fleuve, mais la section est réduite. Concassage du granit, délimitation des espaces, terrassement, remblaiement, isolement des eaux, les travaux avancent très vite. Nous avons commencé les travaux de bétonnage de l'évacuateur creux, un des ouvrages du projet barrage Soubré. Son rôle consiste à protéger tout le projet, à limiter les crues en fait. Réalisé à ce jour à 30%, l'ouvrage comprend la construction d'un barrage hydroélectrique de 275 MW, la réalisation du réseau d'évacuation avec une ligne de haute tension 225 kV
long de 365 km reliant Soubré et le poste de Yopougon 2. Des extensions dans des postes de Soubré, Tabo, Abobo et Yopougon 2. Il y aura aussi 2 cités pour le chantier et l'exploitation. La cité d'exploitation, c'est une cité qui sert d'abord à loger le personnel de supervision et ça sert aussi plus tard, après la fin du barrage, à loger l'exploitant, c'est-à-dire que ceux qui vont exploiter le barrage. Le barrage constitue un projet important défini par le gouvernement pour assurer à moyen terme l'équilibre de l'offre et de la demande en électricité. Au-delà de cela, il a déjà permis de donner du travail à des jeunes. Moi, je suis un couturier, puisque mon travail ne marche pas. Donc, quand j'ai attendu que le barrage est vers Soubré, et c'est là que je suis venu à Soubré pour venir déployer mes papiers. Et quand j'ai déployé mes papiers, on m'a fait retourner d'attendre dans 3 mois. Quand les 3 mois aussi sont arrivés, on m'a appelé pour venir. Je suis venu, on dit de passer le test. J'ai passé mon test, j'ai eu mon test. J'ai eu mon premier salaire à 150 000. Et moi, j'arrive à s'occuper de ma petite famille. Sur le chantier, la main-d'œuvre est constituée à 90% de jeunes Ivoiriens, issus en majorité de la région du Bassa-Sandra. Une offre de travail qui pourrait atteindre les 3000 emplois directs dans le second semestre de 2015. Vu l'ampleur du projet, le déguerpissement et le dédommagement des populations se font au fur et à mesure. Une partie de la compensation de la perte des plantations touchées par les travaux a été réglée. Ce fut le cas à Kopéragui. Nous a donné un premier pas, mais deuxième, on n'a pas encore reçu. Et c'est le président, c'est un homme de parole. S'il dit quelque chose, il le fait. Si ça va venir, il sait bien que ça va venir. L'État a tout prévu. L'environnement sera sauvegardé. Nous avons décidé de réduire la côte à la côte 152, qui couvrait au maximum 17 km² de terre et qui limitait un peu l'impact du barrage sur les populations environnantes. Cette étude a été poursuivie pendant la mise en œuvre du projet avec une étude encore plus détaillée, avec un cabinet français associé à un bureau d'études national. Et cette étude a permis d'évaluer les différentes populations qui allaient impacter, la faune qui allait subir et tous les différents éléments qui étaient susceptibles d'être impactés par le barrage de Soubré. Le barrage de Soubré va permettre d'augmenter la capacité d'eau potable de la ville de Soubré. En ce qui concerne la santé, le projet permettra d'améliorer le plateau technique de l'hôpital de Soubré, mais va construire un nouvel hôpital. Aujourd'hui, avec la construction de ce barrage, l'une des promesses de campagne du président Alassane Ouattara est en train de devenir une réalité. Offrir une énergie de qualité à moindre coût et électrifier 500 localités par an. Le projet permettra aussi à terme au pays de respecter ses engagements sous-régionaux en matière d'électricité. La Côte d'Ivoire fournit l'électricité au Ghana, au Togo, et disons que jusqu'au Bénin d'ailleurs, compris. Et donc il y a eu des accords de fourniture sur l'électricité au Burkina Faso, au Mali. Et le ministre est en train donc de discuter aussi pour qu'il y ait des possibilités de fourniture du côté ouest justement, avec le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone si c'est nécessaire. D'un coût total de 331 milliards de francs CFA, le barrage de Soubré est à mi-parcours de sa réalisation. Les appuis multiformes des partenaires techniques et financiers chinois, SZ Bank Chine et Sino Hydro, sont considérables pour la livraison du barrage un an plus tôt, c'est-à-dire en 2017 et non en 2018 comme initialement prévu. Parlons à présent de cohésion sociale. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, effectue une tournée dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Albert Mabry-Touakeus a sillonné les villes d'Agou et de Grand Cousin. Dans ces 2 localités, le ministre a invité les populations à l'union et au rassemblement pour le développement de la Côte d'Ivoire. Moussa Konaté et Herman Yamien pour le compte-rendu. Ambiance festive à Agou dans la région de la Mé au sud-est de la Côte d'Ivoire. La raison, la ville reçoit Albert Mabry-Touakeus, ministre d'État, ministre du Plan et du Développement. Il est porteur d'un message, celui de l'union et du rassemblement pour le développement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous inviter à prendre votre part dans la reconstruction de la Côte d'Ivoire, dans la remobilisation des fils de ce pays. Sans la paix et sans la sécurité, point de développement. Aucun rêve n'est possible quand le préalable que constitue la paix et la sécurité ne sont pas remplis. Allons ensemble
Marchons ensemble dans la confiance. Essayons de bâtir quelque chose de nouveau pour la Côte d'Ivoire. Le président de la République est au travail. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est des jalons qu'il pose pour la Côte d'Ivoire de demain. C'est une Côte d'Ivoire qui doit aller au-delà que nous devons commencer à construire aujourd'hui. Le ministre Albert Mabry-Touakeus a procédé à cette occasion à l'investiture de la jeunesse communale d'Agou. Peu avant, c'est le village de Grand-Cousin, à 4 km d'Agou, qui l'avait accueilli. L'illustre hôte a été baptisé grand chef Atié du nom de Nanancho, un acte pour démontrer l'union scellée entre le ministre et le peuple Atié. L'appel de Daokro bénéficie du soutien du collectif des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Le collectif l'a fait savoir à travers une déclaration lue au cours d'une cérémonie d'hommage au président de la République Alassane Ouattara et au président du PDCI-RDA Henri Konan Bédié, cérémonie tenue récemment à Boisflé. Mamadou Kwasi y était. La double cérémonie d'installation du coordinateur régional du TRIE, Train Ivoirien pour l'émergence, et l'hommage au président de la République Alassane Ouattara et au président Henri Konan Bédié a vu la mobilisation de plus de 5000 chefs traditionnels venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Une mobilisation qui s'explique selon Nanan Depo Didas, porte-parole des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, par leur adhésion à l'appel de Daoukro. Cette rencontre a été l'occasion pour les têtes couronnées de produire un communiqué traduisant leur accord et soutien à l'appel du président Henri Konan Bédié. Pour tenir compte de la grave crise post-électorale qui vient de traverser notre pays, les rois et chefs traditionnels saluent l'appel au rassemblement de Daoukro, fait le 17 septembre 2014 par le président Henri Konan Bédié. Pour lui, Abonnois, président fondateur du TRIE, Train Ivoirien pour l'émergence, l'appel de Daoukro est la confirmation de ses actions en faveur d'une candidature unique au sein du RHDP. On a baptisé le mouvement de trier. Trier tout ce qui peut nous diviser de ce qui doit nous rassembler. Ce qui doit nous rassembler, c'est ce qui construit la Côte d'Ivoire. Ce qui doit nous rassembler, c'est la vision oufouessienne. C'est un devoir moral pour les deux présidents, Aimé Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, de ressouder le tissu de la Côte d'Ivoire, de reconstruire l'œuvre d'Oufoué-Boigny avant de passer le flambeau. C'est pourquoi il invite le nouveau coordinateur régional de la Maraoué à tout mettre en œuvre pour qu'en 2015, l'on enregistre un taux de participation de plus de 80% à l'élection présidentielle et un score de 95% pour le candidat Alassane Ouattara. Message bien perçu par Lucien Leibi, nouvellement installé par les ministres d'État Ahmed Bakayoko et Charles Kofi Dibi. Et après le collectif des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, c'est le Forum des jeunes du Centre-Ouest pour la paix, un groupement d'ex-combattants du Front de sécurisation du Centre-Ouest qui réitère son soutien au chef de l'État. Et pour expliquer les raisons de leur adhésion aux idéaux du président de la République, ces jeunes ont initié une rencontre à Yopougon. Adama Kamagate, Victorine Yaoyoboui. L'appel des autorités du pays à l'union et à la réconciliation pour une Côte d'Ivoire forte et développée a été entendu par le Forum des jeunes du Centre-Ouest pour la paix, un groupement d'ex-combattants du Front de sécurisation du Centre-Ouest, FSKO. Le FSKO va plus loin, il décide de soutenir le président de la République Alassane Ouattara pour sa réélection en 2015. Cette adhésion s'explique par plusieurs raisons. Hier, on a cru à l'homme. Nos éléments n'ont pas été profilés. Nos éléments n'ont pas été réinsérés. Aujourd'hui, j'attends avec espoir que le président Alassane Ouattara est en train de faire la réinsertion de nos jeunes gens. Mais pourquoi ne pas le soutenir? C'est une décision que nous avons prise pour suivre Alassane Ouattara pour sa réélection. Pour ces ex-combattants, le pays est en chantier parce qu'un homme l'a voulu, le président de la République. C'est pourquoi ils lui rendent hommage. Pour Touré Mamadou, le conseiller technique du président de la République chargé de la jeunesse, c'est une sage décision car la Côte d'Ivoire a besoin de voir ses fils rassemblés pour accroître son développement. Ils ont décidé de tourner le dos donc à un certain passé. Aujourd'hui, ils ont décidé d'intégrer la République et pour nous, en intégrant la République, il y a un certain nombre de valeurs qui doivent intégrer la valeur travail, parce que le président Alassane Ouattara appelle les jeunes au travail. À l'issue de cette rencontre, ces groupes d'ex-combattants, devenus désormais le Forum des jeunes du Centre-Ouest pour la paix et la réconciliation, sont plus que jamais déterminés à sensibiliser leurs camarades restés en retrait à les rejoindre.
Il a été investi délégué régional. Faustin Adjoumane est désormais le représentant du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, le RPCI de l'Indénié du Ablin. Il a pour mission de faire connaître à la population de cette localité la vision du parti. La cérémonie d'investiture a eu lieu récemment à Bangourou. Le RPCI, Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, se déploie sur le territoire national en vue de ses futures activités. Première étape de cette action à Bangourou, où Faustin Adjoumane Aka est investi, délégué régional du parti de l'Indénié du Ablin. Sa mission, faire valoir les idéaux du RPCI dans la localité. Je pourrais mener des actions pour implanter le parti dans cette région, en allant vers la population, en allant vers les sympathisants, en allant vers peut-être ceux qui ne savent pas où aller encore dans des partis politiques. Je leur dirais de venir et avec le RPCI, nous pouvons obtenir la paix, le progrès et l'épanouissement. Le RPCI est un parti politique né du PPS, Parti pour le peuple et le socialisme, et de l'Union des sociaux-démocrates. Son actuel président Bamba Mori Ferré invite les populations à adhérer à la vision du RPCI, à savoir la valorisation de la démocratie. Notre objectif fondamental, c'est d'enraciner la démocratie en Côte d'Ivoire et de consolider cette démocratie, que la belligérance soit totalement éliminée de notre pays. Et cela est possible si nous allions vers les valeurs démocratiques. Selon le professeur Bamba Mori Ferré, le RPCI donnera sa position sur sa participation ou non aux futures élections présidentielles à l'issue d'un congrès qui se tiendra dans les jours à venir. Le reportage de Konaté Moussa est commenté par Herman Niamien. L'Abissa 2014 s'est terminée. La fête qui a duré 8 jours vient de prendre fin. La cérémonie de clôture a été l'occasion pour les populations de présenter des vœux au roi Nana à Montanoé. En retour, celui-ci a exhorté son peuple à continuer de cultiver la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. Herman Niamien. Apothéose en fanfare de l'Abissa 2014, le peuple Nzima Kotoko de Grand Bassam a célébré 8 jours durant les festivités marquant son nouvel an. Pour cette cérémonie de clôture, les différentes composantes du peuple Nzima Kotoko sont venues présenter leurs vœux à leur roi. Elles l'ont également félicité pour la cohésion qu'il a su créer au sein du peuple Nzima. Nous avons eu des chefs, mais depuis que vous êtes au roi, nous sentons une union, une solidarité, nous sentons l'amour qui commence à régner dans ce peuple Nzima. Satisfait de l'Abissa 2014, le roi Nana Montanoé n'a pas manqué de remercier son peuple, les partenaires de l'Abissa et les nombreux festivaliers qui ont effectué le déplacement. Il a exhorté son peuple à cultiver davantage la cohésion sociale avant d'inviter l'ensemble des Ivoiriens à prôner la réconciliation. Nous avons parfois du mal à comprendre que les petites contradictions qui peuvent exister entre eux n'arrivent pas à trouver de solution pacifique et entraînent le peuple dans des dérives extrêmes. Nous devrons pouvoir tous au moins reconnaître que dans l'édification d'une société, parmi les valeurs qui fondent le développement de cette société, la toute première, c'est le travail. Et s'il se trouve que la Côte d'Ivoire s'est remise au travail, l'on peut espérer que la croissance, le développement suivront. Les tam-tams ont été renversés, signe de la fin de l'Abissa. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine où le peuple Nzima sortira encore nombreux pour répondre à l'appel de son roi. Et c'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci d'avoir été des nôtres et très bonne suite de programme sur RTI1.